l'astre nocturne, qui porte le nom de Tariq, comme, vous l'aurez compris, monsieur Tariq Ramadan. Il y a quelques versets dans cette sourate qui sont assez extraordinaires et assez choquants quand vous les lirez. Je vous invite à les lire, pour les arabisants, à la traduire, elle s'affiche à l'écran. Donc c'est par le ciel et par l'astre nocturne, comme plusieurs sourates du Coran commencent. Hein. Verset 3, c'est l'étoile vivement brillante, hein, médiatique, etc., brillante dans le firmament du, voilà, du système actuel. Voilà. Verset 9, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'aura alors ni force ni secoureur. Ceci, le Coran est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux, et non point une plaisanterie frivole. C'est-à-dire que des personnes qui parlent du Coran et des préceptes et des interdits, etc., d'une manière assez frivole, puisqu'ils font exactement l'inverse dans leur vie privée, n'auront pas de secoureur, etc. Ça vous rappelle éventuellement quelque chose? Moi, je trouve ce verset assez extraordinairement parlant, mais est-ce le hasard? Bon, on va laisser ces choses-là de côté, parce que ça parle de questions pas très rationnelles, etc. Et nous allons revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire commençons par ce qui est certain. Alors, premier point. Premier point, c'est ma propre expérience en tant que blogueur et lanceur d'alerte qui m'a fait entrer en contact avec différentes victimes présumées de M. Tariq Ramadan. J'ai été moi-même entendu par la SRPJ de Paris concernant l'enquête en cours de la deuxième plainte. J'ai reçu effectivement plusieurs témoignages de personnes qui se disaient victimes de Tariq Ramadan, des témoignages vocaux, hein, par téléphone ou tout simplement par courriel. D'ailleurs, la personne ayant déposé la seconde plainte contre M. Tariq Ramadan m'avait contacté en 2012 pendant les élections législatives, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Est-il utile de rappeler ici que dès 2013, en août 2013, dans le volet 3 de la série Maghreb Humiliated, j'avais déjà annoncé que M. Tariq Ramadan allait chuter médiatiquement dans un grand scandale à la télé-évangéliste américain. C'est le culte de la personnalité. Il est là avec ses photos, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Hein? C'est le télé-évangélisme. Alors, je vais vous donner quelques conseils très très importants, très intéressants concernant les télé-évangélistes américains, les WASP américains, notamment les Jimmy Swaggart et compagnie. Ils ont tous été impliqués dans des scandales sexuels gigantesques. C'est des gens qui faisaient des émissions télé avec 10, 20, 50 millions de personnes, qui avaient c'était des milliardaires, c'était des genres de petites sectes protestantes. Et ça pleurait, ça montrait que c'était... Bon, bref. Et les gars, à chaque fois, systématiquement, ils se faisaient attraper avec des prostituées, des transsexuels. Il y en a un, il s'est fait attraper en train d'acheter de la drogue à un homosexuel ou un transsexuel, etc. Jimmy Swaggart, l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. On y est aujourd'hui, hein? On y est. Je vous invite d'ailleurs à suivre le compte Twitter de Je suis Christelle, de la deuxième victime, de la deuxième plainte contre Tariq Ramadan, et la soutenir parce que c'est vraiment, vraiment pas facile. Deuxième point, nous avons également les différentes vidéos de Madame Majda Laroussi ou Bernoussi, qui avait expliqué à l'époque, c'est-à-dire il y a 3 ans, avoir eu une relation intime de plusieurs années avec M. Tariq Ramadan, dans des vidéos postées sur son compte YouTube, que tout le monde a vu, puis je les ai reprises sur mon site, etc. Elle a écrit un livre de 80 pages, semble-t-il, c'est ce qu'elle affirme, sur cette relation qu'elle aurait eue avec M. Tariq Ramadan, et qu'elle a envoyé ce livre à M. Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, un des grands frères de Tariq Ramadan, pour l'en informer. Nous avons d'ailleurs reçu en 2014 sur la boîte mail du site collectif lelibepenseur.org des menaces de l'avocate belge de M. Tariq Ramadan, Madame Inès Wouters, qui nous demandait de retirer les articles le concernant. Menaces qui à ce jour ne se transformeront jamais en acte en déposant plainte, puisque nous n'avons retiré absolument aucun article, d'ailleurs qui ne contrevenait aucunement à aucune loi, ni sur la presse, ni rien d'autre. Troisième point. D'ailleurs, nous avons également aujourd'hui la certitude que M. Tariq Ramadan a envoyé de faux courriers d'avocats, le fameux Jean-Pierre Alaman, afin d'intimider les jeunes femmes qui se rebellaient et qui le dénonçaient. Effectivement, cet avocat n'existe ni au barreau de Genève ni à celui de Paris et n'a jamais donné suite aux courriels qui lui ont été envoyés.
Ce délit est à lui seul assez grave puisqu'il est question de faux usage de faux, d'usurpation de titres, harcèlement, etc. Vous pourrez retrouver les facsimilés de ces courriels dans la vidéo réalisée de l'interview de Madame Karima Binatana. Quatrième point. Nous savons également que M. Tariq Ramadan avait été condamné en 2006 pour outrage contre agent de police des frontières, la PAF, à l'aéroport, je crois que c'était à Paris. Donc c'était une dame et il a été condamné à 2500 € d'amende et il avait choisi à l'époque comme stratégie le plaidé coupable afin de clore rapidement l'affaire et éviter toute mauvaise publicité. Néanmoins, un article est paru, je crois, dans Le Parisien. Ça donne une idée, c'est quand même quelque chose qui est assez important et qui donne une idée du personnage. Cinquième point, nous savons aussi, de manière certaine, que M. Tariq Ramadan a envoyé des photos de lui à des filles qui les ont diffusées sur le net et qui circulent sur la toile. Des photos de lui dans le plus sympa pareil, hein, tout nu, on le voit torse nu, en caleçon sur un lit d'hôtel, dans une baignoire, etc. Nous sommes effectivement dans l'incapacité de confirmer si c'est son torse, puisqu'on ne voit pas la tête, mais on imagine que messieurs Hani ou Ayman Ramadan, ou un autre de ses frères, pourra nous le confirmer. Nous avons à notre disposition également des messages vocaux extrêmement explicites que M. Tariq Ramadan a laissés sur les boîtes vocales de plusieurs de ses conquêtes féminines, dont nous connaissons aujourd'hui les identités. Sixième point, en Suisse, nous savons maintenant que plusieurs femmes ont témoigné avoir eu des rapports sexuels avec M. Tariq Ramadan lorsqu'il était professeur de français au collège de Saussure à Genève. Enfin, quand je dis plusieurs femmes, en fait, c'était des gamines de 15, 16 ans, 17 ans. Sandra, Léa, Agathe ou Karine ont témoigné à plusieurs reprises, et notamment dans le journal La Tribune de Genève, le 22 décembre dernier. Le très coûteux avocat suisse de M. Tariq Ramadan, maître Marc Bonan, a même menacé de déposer plainte pour diffamation contre ces femmes, promettant de les débusquer comme si elles étaient des criminels en cavale. On n'a jamais vu ça. Mais en fait, c'est pour leur faire peur. Selon la journaliste de la Tribune de Genève, aucune plainte pour diffamation n'a été déposée à ce jour contre elle. Est-ce une simple stratégie d'intimidation qui, on le sait, dans ce cas précis, fonctionne à merveille? Rappelons que ces femmes sont aujourd'hui mariées, qu'elles ne veulent pas se retrouver à recevoir des menaces de mort, etc. sur les réseaux sociaux, à la maison, comme le fait l'armée de trolls de Tariq Ramadan. Septième point, nous savons aussi avec certitude que le supérieur de M. Tariq Ramadan au collège de Saussure, c'est-à-dire le directeur, M. Jean-Jacques Fornet, a avoué avoir été au courant du comportement plus que douteux de son enseignant au début des années 90. Il a témoigné également l'avoir convoqué dans son bureau, lui signifiant ses reproches. Le directeur du collège affirme qu'une trace de cet incident existe sûrement, il suffit de le retrouver et que le département d'instruction publique suisse fasse enfin son travail. Rappelons également que les filles victimes du comportement de Tariq Ramadan ne peuvent plus déposer plainte parce qu'il y a prescription. Par contre, elles peuvent déposer plainte contre le DIP ou département d'instruction publique helvète. Huitième point. Nous avons également le témoignage d'un de ses collègues de travail au collège de Saussure, M. Jean-Michel Olivier, qui était enseignant et qui est maintenant écrivain, romancier. Lui, il va beaucoup plus loin et affirme que M. Tariq Ramadan aurait été viré du collège, poussé à la sortie pour les raisons que l'on connaît et qu'il n'est pas, selon lui, du tout question de démission. À vérifier. Neuvième point, nous avons également le précieux témoignage de Karima Binatana, enseignante dans le sud de la France. Elle a été extrêmement choquée par le comportement de M. Tariq Ramadan sur sa page Facebook officielle envers la gente féminine. Alors elle décide de contacter cette page afin de les avertir que le compte a été piraté. En réalité, ce n'est pas le cas. M. Tariq Ramadan va essayer de la rajouter à sa longue liste de conquêtes féminines. En vain, Karima Binatana ne va pas tomber dans le panneau. Suite à son refus, elle finira harcelée par des courriers incessants d'avocats, mais également sur Internet avec des faux comptes en son nom, la faisant passer pour une dépravée, etc. Nous l'avons interviewée et posté son témoignage sur notre compte YouTube comme affiché à l'écran. Dixième point. Nous savons également que M. Tariq Ramadan échangeait sur son compte Facebook des messages extrêmement curieux avec Mme Enda Ayari, message qu'il a rendu public pour sa défense. C'est-à-dire qu'on imagine que pour se sortir de l'accusation de viol, M. Tariq Ramadan va être obligé d'avouer les rapports sexuels hors mariage, etc., etc. Onzième point. Le témoignage le plus lourd et le plus accablant sera celui du responsable des renseignements généraux français, M. Bernard Godard,
plus connu sous le nom de Monsieur Islam en France, de France. Celui-ci affirme dans les colonnes du journal l'Obs du 30 octobre 2017, deux points, je le cite. Alors là, asseyez-vous, c'est du LSD là, vous allez prendre un shoot. Hein. J'ouvre les guillemets. Qu'il avait beaucoup de maîtresses, qu'il consultait des sites, que des filles étaient amenées à l'hôtel à la fin de ses conférences, qu'il en invitait à se déshabiller, que certaines résistaient et qu'il pouvait devenir violent et agressif, ça oui. Mais je n'ai jamais entendu parler de viol, j'en suis abasourdi. Fin de citation. C'est nous qui sommes abasourdis par un tel témoignage qui mériterait bien une plainte pour diffamation de la part de M. Tariq Ramadan et de ses nombreux avocats, tant il est grave. On devrait d'ailleurs retenir que ce seul témoignage qui confirme tous les autres. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi M. Bernard Godard fait cette sortie dans le journal L'Obs. Il n'était pas obligé. On dirait qu'il y a une précipitation dans l'information extrêmement malsaine. 12e point. Nous savons que M. Tariq Ramadan est défendu en Suisse par l'un des avocats les plus chers d'Europe, M. Marc Bonan. D'aucuns se posent la question sur le financement de cette défense qui doit avoisiner quelques centaines de milliers d'euros. La réponse va vite nous arriver via le témoignage d'un diplomate qatari qui explique que ce sont de riches familles locales qui lui ont payé cet avocat connu pour son islamophobie pathologique et racialiste, mais qui n'a aucun mal d'ailleurs à encaisser l'argent de ces mêmes personnes qu'il dénigre. Il se dit que l'argent n'a pas d'odeur ni de couleur. Concernant M. Marc Bonan, nous pouvons rapidement constater ses propos, hein, que l'islamophobie est un devoir, que voilà, qu'il est pour la hiérarchisation des races, etc. Mais ce qui est génial, vous pouvez le vérifier sur son compte, sur sa page Wikipédia, c'est son implication dans les Panama Papers. Alors, bien, moi j'ai l'impression, à la lecture ces passages sur le Panama Papers, sa fiche Wikipédia, qu'il n'y a pas que l'islamophobie qui soit obligatoire chez M. Marc Bonan, il y a aussi l'évasion fiscale. Puisque il serait le représentant légal de la société Ballerton, domiciliée dans les îles Vierges britanniques, à propos de laquelle une enquête est ouverte par la justice française, qui la soupçonne de dissimuler une partie de la fortune de Jean-Marie Le Pen. Marc Bonan, surnommé l'avocat du diable, apparaît dans les Panama Papers et qui serait à la tête, alors où est-ce que j'ai lu ça, pour avoir dirigé 136 ou 176, selon le journal Le Monde, sociétés offshore, dont le but est de masquer le nom des bénéficiaires économiques enregistrés par le cabinet Mossack Fonseca. Dans divers paradis fiscaux, il aurait eu recours à Bigland Enterprise, une boîte aux lettres établie à l'adresse du siège Mossack Fonseca, à Panama City, qui permettait de garder secrète l'identité des bénéficiaires. Alors, il est impliqué dans l'affaire Ziad Taqiyuddin, donc contrat d'armement, etc. Dans le volet financier de l'affaire Karachi. Avec l'homme d'affaires sud-africain Kulubuz Clive Zuma, hein, qui est le neveu de l'actuel président Jacob Zuma, avec le diamantaire Benny Steinmetz, poursuivi par la Guinée, les États-Unis et la Suisse pour corruption. Dan Gertler, homme d'affaires israélien proche du président congolais Joseph Kabila, accusé par la presse et des ONG d'avoir trafiqué des pierres en provenance des régions en guerre, les fameux diamants du sang. Le diamantaire belge Moses Victor Koenig, qui depuis 1999 est placé sur la liste des personnes les plus recherchées par Interpol. Voilà qui est M. Marc Bonan, que M. Tariq Ramadan a choisi pour sa défense. On imagine qu'il a un QI de 200 et qu'il est super intelligent au point de piétiner toutes les lois et la morale. 13e point. On sait également que M. Tariq Ramadan est à la tête d'une secte dont il est le gourou. Toute personne qui s'attaquerait à lui est immédiatement excommuniée et placée dans le camp des traîtres et des sionistes. Concernant les femmes supposées victimes de ces agissements, elles seront toutes traitées de prostituées, insultées des milliers de fois par des barbares d'une grossièreté inouïe qui se disent musulmans, puis tout simplement elles se font menacer de mort. Ceci en dit long sur le travail de prédicateur de M. Tariq Ramadan fait ces 30 dernières années en France, puisqu'apparemment il n'a formé qu'une horde de sauvages incultes et fort éloignés des principes les plus élémentaires de la tradition islamique. Tout le monde peut remarquer également que M. Tariq Ramadan n'a jamais condamné ce lynchage, ces lynchages réalisés par son armée de trolls dégénérés dans les réseaux sociaux. Ceci nous fera dire également qu'en ce qui nous concerne, le tribalisme a été aboli il y a 14 siècles au moment de la révélation coranique par le noble prophète de l'islam. Nous ne participerons jamais à aucune entreprise de camouflage juste parce que la personne incriminée serait musulmane. Ceci est inacceptable et contraire aux lois divines.
Nous sommes également fiers de compter parmi les musulmans qui ont dénoncé la supercherie médiatique et intellectuelle Tariq Ramadan avec d'autres personnes, dont Madame Lucia Canovi, Monsieur Mamar Metmati, Saber Solo et d'autres qui nous excuseront si on a oublié de les citer. D'autant, rappelons-le, qu'il est extrêmement risqué de s'attaquer au gourou de la secte des frères musulmans, croyez-nous. 14e point. Nous savons également que ce n'est pas la première fois que ce type de scandale touche la secte des frères musulmans, comme je l'ai expliqué dans le direct sur Facebook, puisque un énorme scandale avait créé une scission en 1943 entre Hassan el-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, et un historique fondateur, Ahmad Soukkari, concernant à l'époque le beau-frère de M. Hassan el-Banna, qui a été accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec de nombreuses femmes mariées de la confrérie. La commission d'enquête présidée par M. Ahmad Soukkari ayant confirmé la culpabilité du beau-frère de M. Hassan el-Banna, ce dernier a préféré se séparer du président de la commission, Ahmad Soukkari, et garder son beau-frère, Abidine, à son poste. Quant au propre père de M. Tariq Ramadan, Saïd, agent de la CIA et haut dignitaire de la secte des frères musulmans en Europe, il aurait fini seul, selon M. Sylvain Besson, dans son livre « La conquête de l'Occident, le projet secret des islamistes », publié en 2005. Il aurait fini donc seul dans un studio, séparé de sa femme et de ses enfants, pour avoir eu le même type de comportement privé. C'est une information qui reste à confirmer et à fouiller. 15e point. Nous savons que le cas de la mosquée de Genève, c'est-à-dire le centre islamique de Genève, est unique au monde, puisqu'il est une propriété exclusive de la famille Ramadan. On ne savait même pas que cela pouvait être possible. On apprend dans l'article du Point du 4 novembre 2017 que le centre islamique de Genève compte dans son conseil de direction exclusivement des membres de la famille. La maman Wafa et les 6 enfants, Ayman, Yasser, Bilal, Hani, Tariq et la fille Arwa. On ne savait même pas que ceci pouvait être possible sur le plan légal en Suisse. En fait, la fratrie et la mère ont créé une société fiduciaire au décès de leur père afin de gérer son héritage. Je crois que c'était en 1996. Ajoutons à cela que la stratégie utilisée par M. Tariq Ramadan, ses frères et ses affidés, qui consistera à crier au complot, ne tient pas la route une seconde. Nous nous situons tous, vous l'aurez compris, dans un contexte post-Harvey Weinstein, qui nous a permis d'observer d'ailleurs la chute d'un nombre impressionnant d'agresseurs sexuels juifs très puissants. Ils n'ont pas crié au complot, d'ailleurs, ils se sont juste excusés et ont démissionné. Il est d'autant plus ridicule de crier au complot lorsque M. Tariq Ramadan prend comme avocat Marc Bonan, dont on connaît l'islamophobie pathologique, ainsi qu'une avocate juive, Maître Hayat. Donc ceci n'a aucun sens. Maintenant, venons-en à ce qui relève de la justice et bien sûr la présomption d'innocence concernant les viols. Donc les accusations sont gravissimes et leurs conséquences dramatiques puisqu'il est question de procès aux assises. On va laisser donc la justice faire son travail afin d'instruire les 2 plaintes déposées aussi bien par Madame Enda Ayari que la seconde plainte déposée par Christelle. En ce qui nous concerne, la plainte de Madame Enda Ayari est en train de s'effondrer sous nos yeux, de se dégonfler. D'autant que cette personne est actuellement instrumentalisée par le lobby laïciste intégriste de Caroline Fourest et consorts. C'est un pur acte de subversion et de propagande anti-musulman qui va, n'en doutez pas une seconde, leur exploser à la figure tant il ne tient pas la route. Nous laisserons néanmoins la justice se faire. Mais nous pouvons néanmoins nous poser la question de cette instrumentalisation, d'autant qu'elle vient d'être nommée, Madame Enda Ayari, par le New York Times, comme une des 11 femmes les plus importantes de 2017. Allez comprendre. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent sur le devant de la scène qui ils veulent. Voilà. Bref. Lorsque vous suivez les tweets de Madame Caroline Fourest, qui fait semblant de s'offusquer sur le comportement de M. Tariq Ramadan, qui aurait uriné sur une de ses victimes, on se demande bien pourquoi ne dénonce pas son ami, Feu Pierre Berger, qui a pratiqué le droit de cuissage sur ses salariés pendant des décennies, tout en urinant régulièrement sur eux. Il a même fait manger à son compagnon Yves Saint-Laurent ses propres excréments, ce qui lui aurait valu une tentative d'assassinat selon M. Fabrice Thomas, auteur du livre Yves Saint-Laurent et moi. Mais ceci, les médias se gardent bien de vous le dire et d'en faire la publicité, car le pape du lobby LGBT qu'était M. Pierre Berger risque de perdre de sa superbe. Nous vous invitons chaleureusement à aller voir notre interview de M. Fabrice Thomas. Afin d'étoffer notre enquête, nous avons recueilli les témoignages de M. Stéphane Latian ainsi que de Mme Lucia Canovi. Honneur aux dames, nous commencerons par cette dernière, agrégée de lettres, auteure de 38 livres, dont un monumental travail sur Tariq Ramadan paru en 2017, un livre de 600 pages, qui revient sur toute l'œuvre du prédicateur helvète et qui recueille de nombreux témoignages de femmes
se disant victimes de ces agissements. Laissons-lui la parole. Lucia Canovi, bonjour. Bonjour. Nous avons désiré vous contacter concernant cette vidéo, cette enquête concernant bien sûr Tariq Ramadan. Et, euh, et la question que nous nous sommes posée, comme l'indique le titre, est la suivante. Qui a protégé Tariq Ramadan ces 30 dernières années et pourquoi, maintenant que l'on sait qu'un nombre assez impressionnant de plaintes et de signalements est effectué, pourquoi rien n'a été fait concrètement et bien sûr, est-ce que nous avons des preuves qui a fait le travail nécessaire. Est-ce que nous avons des preuves là-dessus? Alors, avant de commencer, je vais vous présenter. Vous êtes agrégée de lettres modernes, vous êtes française convertie à l'islam, vous vivez actuellement en Algérie et vous êtes l'auteur de 38 livres, si je ne m'abuse, dont un de 600 pages sur Tariq Ramadan le double discours, Tariq Ramadan le jour, Tariq Ramadan la nuit. Et je voulais donc vous poser une question simple. Avez-vous eu connaissance de ce type de signalement, puisque je sais que vous avez donc écrit ce livre de 600 pages qui est plein de témoignages de filles qui ont eu affaire, qui ont eu des relations intimes, etc. avec monsieur Tariq Ramadan. Et est-ce que vous avez eu connaissance de ce type de signalement? Oui, alors juste une petite remarque par rapport au mot fille, parce qu'il y a une des victimes qui m'a dit que c'était gênant d'entendre toujours le mot fille pour les victimes de Tariq Ramadan, dans la mesure où il y en a beaucoup qui sont grand-mères actuellement, qui ont l'âge d'être grand-mères ou qui le sont, quoi. Effectivement, il y a beaucoup de femmes, et il y a beaucoup même de femmes qui ne sont plus jeunes sur le nombre. Alors à part ça, oui, donc j'ai été contactée depuis l'apparition du livre par 4 ou 5 victimes, ça dépend comment on calcule, et elles m'ont dit effectivement qu'elles ont parlé avec son entourage, y compris à ses frères Annie et Eyman. Et la réaction des frères de Tariq Ramadan quand elles ont informé qu'il avait des aventures avec elle, ça a été la politique de l'autruche, un désintérêt total. Et la réponse de Annie a été en particulier « sa vie privée ne nous concerne pas ». Donc visiblement, Annie, qui est censée être un islamiste, a une conception très laïque de ce qu'est la vie privée, puisqu'on peut forniquer tranquillement tant que c'est privé. Et il y a aussi l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, et le CCIF, le collectif contre l'islamophobie de France, en France, qui ont été mis au courant par des victimes des agissements de Tariq Ramadan. D'accord. Donc ça confirme encore une fois que des signalements sont remontés soit au Centre islamique de Genève, chez Hani Ramadan ou Ayman Ramadan, et d'autres organisations. Ok, très bien. Avez-vous d'autres choses à rajouter concernant cette affaire? Bon, moi, ce qui m'a frappé, c'est depuis que ça s'est ressorti à la surface, c'est l'aveuglement de beaucoup de musulmans qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent pas croire, qui s'accrochent à leur idole finalement, alors que, et c'est un des points que j'ai exposé dans mon livre, alors que finalement Tariq Ramadan lui-même avoue. Enfin, il avoue pas actuellement dans les médias, mais il avoue dans ses propres livres. Et ça, visiblement, personne n'y a prêté attention. Donc, je vous donne quelques petits exemples, mais donc c'est ça d'ailleurs qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que moi, au départ, je ne me doutais de rien, et j'ai compris qu'il était infidèle à sa femme en lisant L'autre en nous, son livre le plus personnel. Donc, je donne des exemples de citations qui m'ont vraiment qui m'ont fait réagir, quoi. Si vous permettez, je vais vous couper 30 secondes. C'est Oui. un titre très curieux pour un prédicateur musulman, L'autre en nous. C'est très, c'est bizarre, non? Très, très significatif, tout à fait. Parce que l'autre en nous, c'est à la. En fait, il y a plusieurs. Ce titre a comment dire, un sens officiel, celui qu'on est censé comprendre, et puis il a au moins deux sens cachés. Bon, officiellement, ça veut dire que c'est une espèce, ça pousse au relativisme pour dire que finalement, il faut s'ouvrir à l'autre, enfin un truc comme ça. Mais il y a deux sens en plus. L'autre en nous, c'est dans le nous de la Oumma, de la communauté musulmane, il y a un autre, et c'est Tariq Ramadan, parce que c'est un ennemi de l'intérieur, l'autre en nous. Donc, c'est un corps étranger, un étranger, mais on croit qu'il fait partie de nous. Et il y a aussi un autre sens, c'est que l'autre en nous, c'est l'autre en lui, c'est-à-dire c'est une allusion à sa double personnalité, puisque lui, il se sent possédé. Il a l'impression d'être deux personnes, et il a aussi l'impression d'être possédé
par des démons, quoi. Enfin, c'est ça qui ressort de de l'autre en nous, justement. Il fait des allusions dans l'autre en nous au fait que l'homme serait possédé, et quand il dit l'homme, ça veut dire lui-même. D'accord. Donc oui, c'est un titre hyper significatif et qui est déjà une forme d'aveu, justement. D'accord. Allez-y pour les extraits. Voilà, je ne vais pas multiplier, mais par exemple, un petit extrait, c'est le premier qui m'a vraiment qui m'a choqué, qui m'a attiré mon attention. Pour le philosophe chasseur, amoureux de la beauté, la femme est tout à la fois une étape, une quête et un symbole. Étape dans le dépassement du corps, quête de l'amour à approfondir. Donc bon, le philosophe chasseur, amoureux de la beauté, la femme étape dans le dépassement du corps, l'amour à approfondir. Il y a quand même tout un vocabulaire là qui est très surprenant, surtout que le philosophe chasseur, c'est un mot composé, et un peu surprenant, un peu bizarre, puisque le philosophe n'est pas vraiment d'habitude associé à la chasse. Sauf que Tariq Ramadan, oui, si, lui, c'est à la fois un chasseur, un prédateur de femmes, et un philosophe. Ce n'est ni une terminologie philosophique, ni une terminologie islamique, là. Hein. Ah, oh, on est très très là, loin. C'est du n'importe quoi. Très loin. Ah, complètement, oui. On est très très loin de l'islam, ça c'est clair. Une petite citation très révélatrice aussi sur, voilà, l'idée que avant d'être libre, avant de commencer à être libre, il faut assouvir sa sexualité. Donc lui, il le dit comme ça. Pouvoir manger, boire, se protéger des dangers de l'environnement et assouvir sa sexualité sont des conditions sine qua non d'accès à l'idée même de liberté. Or, si on n'est pas libre, on n'est pas responsable. Donc, pour Tariq Ramadan, tant qu'on n'a pas assouvi sa sexualité, on n'est pas responsable. Donc, lui, tant qu'il n'a pas, tant qu'il ne s'est pas satisfait au niveau sexuel, il ne se considère pas comme responsable. Pour un musulman, c'est super grave comme propos. Ah, complètement, effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Alors aussi, une petite remarque hyper révélatrice. Vivre ses désirs naturels, il faut comprendre encore assouvir sa sexualité, à la lumière de ces principes est une prière, jamais une faute, encore moins une hypocrisie. C'est bizarre. Pourquoi le fait de satisfaire sa sexualité à la lumière de ces principes, donc on devrait comprendre dans le cadre du mariage, ne serait ni une faute et encore moins une hypocrisie? Pourquoi dire que ce n'est pas une hypocrisie s'il n'y a pas l'idée que ça pourrait en être une? Et si ça en est une hypocrisie, c'est que les principes en question sont peut-être plus élastiques que les principes islamiques. Voilà, deux petites citations. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Ok, merci infiniment, Madame Canovi, pour tout ce travail qui vous a certainement demandé un effort considérable, puisqu'il a fallu lire toute l'œuvre de Tariq Ramadan. Toute l'œuvre. Et ça m'a pris à peu près 1 an et demi, avec une pause entre les deux. Voilà. Très bien. Et donc, à très bientôt pour d'autres travaux et révélations sur cette affaire Tariq Ramadan. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Salam rahmatullah. Salam rahmatullah. Enfin, nous avons recueilli le témoignage de M. Stéphane Latian, un Suisse qui a été très proche de Tariq Ramadan et ses frères, comme il va nous l'expliquer. Il a été enseignant. Stéphane Latian est enseignant et cofondateur et coordinateur du GRIS, GRIS, groupe de recherche sur l'islam en Suisse, associé à l'ORS, Observatoire des religions en Suisse de l'Université de Lausanne. Il propose également des formations continues pour les professionnels travaillant avec les communautés musulmanes. Il a participé à différents réseaux de recherche européens, Yearbook of Muslim in Europe sous la direction du professeur Gilles Nielsen, et est régulièrement consulté par les autorités fédérales autant que cantonales sur des thématiques d'intégration, d'éducation, de formation des cadres associatifs musulmans notamment. Donc nous allons également lui laisser la parole. Stéphane Latian, comment avez-vous connu M. Tariq Ramadan et ses frères? Quel était votre engagement auprès d'eux? J'ai d'abord rencontré Tariq Ramadan comme entraîneur de foot, étonnamment. Donc, il entraînait une équipe de juniors au centre-ville de Genève et je venais d'arriver dans ce club-là et c'est là où je l'ai d'abord rencontré. Ensuite, il m'a aidé à passer un bac par correspondance. J'avais quelques soucis scolaires à Genève et c'est vrai que là j'ai plus cette porte de sortie de passer un bac et là il m'a bien aidé pour passer cet examen. Ensuite on était partenaires, on continuait à se croiser au foot, on était partenaires de tennis, donc on jouait au tennis ensemble. Et puis à un moment donné, donc quelques années après, il avait commencé ses activités de solidarité et j'ai aidé à préparer 2 voyages humanitaires avec des jeunes. Le premier au Brésil en 89 je crois et le deuxième en Inde en 90. Et ensuite, progressivement, on continuait à se connaître et avoir il y avait une amitié qui était très forte. Ensuite,
Ensuite, après ce voyage humanitaire, j'ai commencé mon travail universitaire autour de la question de la transformation de la présence musulmane en Europe. Donc c'est clair que par rapport à tout ça, le fait de connaître Moussa Tariq, après j'ai rencontré Bilal et puis Annie dans le cadre de mon rôle d'enseignant à Genève, puisqu'ils étaient les deux aussi enseignants à Genève, j'avais une perception de la réalité musulmane qui était assez diverse et surtout qui ne correspondait pas aux clichés qu'on pouvait recevoir dans le monde francophone à l'époque sur l'immigration musulmane en Europe et en France en particulier. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que dès que j'ai voulu m'intéresser à la question des minorités, la question des musulmans, ça me paraissait intéressant et surtout j'avais plein d'inputs et d'éléments de vécu qui ont été utiles pour moi dans ma recherche et dans l'observation de la réalité musulmane en Europe. Et donc là, on est resté en contact et j'ai pu suivre son évolution à lui, que ce soit à travers Présence musulmane ou les différentes interventions qu'il faisait dans le cadre de l'UOIF ou les différentes interventions ou débats qu'il avait en France, en Suisse, ou en Belgique ou au Canada, par exemple. Aviez-vous ces 20 dernières années entendu parler de ce type d'histoire d'agression sexuelle ou de tout simplement de rapports intimes avec des femmes? Non, honnêtement, pendant 20 ans, donc il y avait les rumeurs, il y avait des éléments que j'avais entendus, mais comme il a, dès le départ, donc avant même de parler d'islam, suscité énormément de jalousie dans le petit monde de Genevois, que j'ai honnêtement jamais donné du crédit à toutes ces rumeurs. Donc on parlait pas d'agression sexuelle, on parlait de séduction qui pouvait être plus ou moins importante, mais toujours avec des adultes. C'est vraiment à partir du moment où il y a eu une rupture avec lui à partir de 2004, quand j'étais engagé à l'université de Fribourg, où au moment où j'essayais de comprendre pourquoi et où les raisons de cette coupure ou de cette rupture qu'il avait décidé, que j'ai progressivement entendu des témoignages de gens qui, de façon directe ou indirecte, donc là il y avait plusieurs types de témoignages qui me racontaient les expériences que Tariq avait eues ou avait imposées à des jeunes filles et des femmes au cours de ces 20 dernières années. Donc moi j'étais aveugle, j'ai rien vu pendant 20 ans, et c'est vraiment au moment de la rupture, pour comprendre, au moment d'essayer de comprendre pourquoi ou les raisons de cette rupture, où j'ai progressivement appris énormément de choses et qui m'ont permis de retracer un petit peu, de donner du crédit à toutes ces rumeurs que je trouvais sans fondement pendant des années, et puis là tout ça s'emboîtait relativement bien pour donner une image qui était un peu moins reluisante que le personnage public dont on avait l'habitude d'avoir, et ce qui a cassé un petit peu la force qu'avait Tariq à mes yeux pendant très longtemps. C'était la cohérence la cohérence que je pensais qu'il avait entre son discours et ses actes. Et à partir du moment où j'ai appris ces déviances ou ces dérapages sexuels, même entre adultes consentants, si vous voulez, ça a cassé la confiance et la cohérence qu'il y avait entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. À partir de là, pour moi, avec lui, c'était terminé. Et où j'étais quelque peu emprunté pendant 10 années, c'était de continuer à aborder de manière publique, c'est devenu mon travail en tant que d'un des spécialistes de tout ce qui était islam et musulman en Europe, c'est-à-dire de bien séparer le côté professionnel de son discours avec le dégoût que j'éprouvais pour l'individu. Donc là, c'était un peu le défi pendant une dizaine d'années. Ensuite, il y a 2 ans, en 2015, où là, j'ai vraiment eu le témoignage d'un ami très 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 proche qui m'a raconté qu'une de ses amies d'enfance lui avait dévoilé le fait qu'elle avait été agressée sexuellement ou violemment par Tariq à l'époque où il enseignait au collège de Saussure à Genève. Alors, c'est la première fois où, donc oui, c'est 2015, où là, j'ai vraiment eu vent de quelque chose de violent. Donc là, c'est vrai que c'était un choc qui venait noircir encore plus l'image que j'avais à ce moment-là de Tariq. Et tout ça, c'est enchaîné avec les révélations de l'automne dernier, où ces 4 jeunes femmes ont eu le droit de témoigner à Genève de ce qu'elles avaient vécu il y a plus de 20 ans, 25 ans. Et une de ces jeunes femmes était une collègue de quelqu'un que je connaissais personnellement. Donc là, si vous voulez, les témoignages étaient plus simplement de deuxième main, mais j'avais vraiment des témoignages de première main qui venaient corroborer tout ce que j'avais pu entendre ou rassembler comme éléments au cours des 10 dernières années. Et concernant récemment la femme qui lançait l'association, qui a travaillé pour l'association Coopération Coup de Main. Alors ça, c'était Coopération Coup de Main, donc là c'était quelque chose que lui avait monté lorsqu'il était enseignant. C'était vraiment l'idée
mettre en évidence auprès des étudiants genevois les difficultés à la fois du quart-monde à Genève et du tiers-monde. Et puis donc toutes les activités de solidarité qui étaient organisées tout au long de l'année. Et c'est au même moment, et c'est là où moi je l'avais rencontré, où je l'avais connu. Et ce qui m'a moi choqué au moment des révélations de ces jeunes femmes, c'est qu'une d'entre elles a subi les attaques, l'élément de séduction, la manipulation de Tariq, au moment même où il prônait un discours de solidarité, d'entraide et de respect. Donc c'est ce qui m'a le plus choqué dans ces dernières révélations, ce que je soupçonnais même pas, c'est qu'au moment même où il commençait ses activités d'entraide et de solidarité, il avait déjà ses tendances ou ses penchants de manipulation, d'abus de pouvoir et de séduction auprès de jeunes filles. Donc si vous voulez, ça décrédibilisait encore plus tout ce qu'il avait pu faire. On n'était pas face à quelqu'un où il y avait une dérive comportementale il y a peut-être les 3 dernières années, avec les excès dont on le soupçonne et dont on l'accuse. Non, c'était vraiment quelque chose, il y avait une tendance dans l'abus de pouvoir et la manipulation qui date de plus de 30 ans. Et moi, c'est ça qui me paraît le plus choquant en tant qu'enseignant, c'est d'abuser de ce pouvoir-là pour séduire, manipuler des jeunes filles en vue d'obtenir des faveurs sexuelles. Selon vous, cher Stéphane Latian, ces informations concernant ces rapports sexuels consentants ou pas consentants, là n'est même pas la question, sont-elles remontées au Centre islamique de Genève, voire les frères musulmans suisses ou pas? Parce que là, on a l'écrivain et ancien enseignant au collège de Saussure, qui est Jean-Michel Olivier, qui vient de confirmer que c'était un secret de polichinelle et qui affirme, selon lui, que Tariq Ramadan a été viré à cause de ça. On a l'ex-directeur de ce collège qui affirme qu'il était au courant et qu'il avait averti Tariq Ramadan, mais sans sanction. On a le patron des renseignements généraux spécialiste de l'islam de France, Bernard Godard, qui, dans une interview chez Marianne, nous dit qu'ils étaient au courant d'absolument tout et que voilà, enfin, que c'était un secret de polichinelle. Donc maintenant, selon vous, est-ce que ces informations sont remontées ou pas? Alors de nouveau, je crois qu'il faut mettre un minimum de nuances. Parce que parler de secret de polichinelle, c'est facile après coup. Personne n'a parlé depuis 20 ans. Donc maintenant, ce qui serait bien, c'est que les individus concernés s'expriment publiquement. Et c'est vrai qu'idéalement, ce serait que les victimes, alors elles ont commencé à le faire à Genève, il risque d'y avoir prescription, donc c'est dur pour ces femmes de s'exposer publiquement alors qu'il ne sera pas puni s'il s'avère que les actes qui lui sont rejetés se sont vraiment produits. Donc c'est dur de rentrer en justice par rapport à ça. Que les anciens profs disent oui, je pense que il y avait plein de rumeurs depuis très longtemps. Il y a encore des cas beaucoup plus récents d'enseignants aujourd'hui qui ne sont pas Tariq Ramadan, qui fonctionnent de la même manière. Donc le département de l'instruction publique est en train de faire le ménage, j'espère, par rapport à tout ça. En revanche, et quand vous parlez de l'ancien directeur, donc c'est vrai que lui, il avait eu vent d'accusation, il avait convoqué M. Ramadan, il lui avait dit qu'il fallait que ça cesse, sans que ça ait été plus loin. Mais il n'avait pas des accusations d'agression sexuelle, mais de comportements qui pouvaient devenir problématiques. Tout à fait. Ensuite, je ne pense pas qu'il ait été licencié à cause de ça. Ça se saurait, il y aurait des traces. Donc non, il n'a pas été licencié à cause de ça. Ça, je pense que c'est une certitude. Et maintenant, ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'avoir accès au dossier du département d'instruction publique de Genève qui concerne M. Tariq Ramadan. Mais ça, je ne sais pas en quelle mesure c'est possible, légalement ou pas. Mais je crois que de mettre un peu de nuance, le secret de polichinelle, je vous dis, c'est facile de le dire après coup. Maintenant, c'est vrai qu'à Genève, quand on parle de ça c'est les plaintes de femmes, c'est quoi les plaintes? Les dénonciations se sont multipliées. À te dire, mais comment est-ce que c'est possible? Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, entre ces dénonciations et la mise en place d'une plainte pénale, malheureusement, ça se fait encore attendre. Donc c'est pour ça, je crois qu'il faut être précautionneux dans la façon dont on aborde les choses pour être sûr qu'il y a des certitudes, oui, mais en même temps, il y a pas mal de zones d'ombre et c'est trop facile de dire tout le monde savait. Je pense que bon nombre de gens savaient, mais il faut voir qu'est-ce qu'on savait. Oui, mais moi le premier. Il y avait plein de choses, il y avait des rumeurs, des éléments, mais il y a plein de choses que j'ai appris que dernièrement. Et après, il y a énormément de choses qui ne sont pas passibles, qui sont pas illégales. S'il a les talents d'être séducteur et que ça fonctionne auprès de la gente féminine, il n'y a rien d'illégal à cela. Vous avez des adultes consentants qui décident d'avoir des relations sexuelles. Il n'y a rien de pénalisant à ça. Maintenant, donc, aux musulmans, ça peut poser problème quand on tient un discours normatif très strict. Oui, mais ça c'est à la communauté musulmane ou aux communautés musulmanes au pluriel de faire le ménage et de dénoncer les incohérences du personnage. D'un point de vue citoyen, il fait ce qu'il a envie avec son bas-ventre. C'est légal tant que c'est avec des adultes consentants.
Donc c'est là où je crois qu'il faut vraiment mettre de la mesure et de voir ce qui est condamnable ou pas. Moi, ce qui me paraît le plus choquant, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment son attitude d'enseignant qui abuse de son pouvoir pour séduire, manipuler des jeunes filles. Ça, pour moi, c'est impardonnable puisqu'il casse le contrat professionnel qu'il a en tant qu'enseignant. Et ça, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de circonstance atténuante. Pour moi, l'élément capital est là, concernant M. Ramadan. Puisqu'après, on a vu qu'il y a pléthore de dénonciations et d'abus de pouvoir d'hommes qui abusent de leur pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles. Mais l'élément spécifique de M. Ramadan, je crois qu'il est vraiment dans cet abus de pouvoir d'enseignant vis-à-vis de jeunes filles, parfois mineures. Nous concernant, nous savons de manière certaine par plusieurs témoignages que l'UOIF savait et que le Centre islamique de Genève et que Hani Ramadan savaient parfaitement, puisqu'ils ont reçu des courriers, des lettres, des recommandés accusés de réception de femmes qui ont été abusées, qui ont eu des rapports intimes avec Tariq Ramadan, etc. Mais qui a couvert Tariq Ramadan et pourquoi, malgré la gravité des faits relatés? Mais si on est au Centre islamique de Genève, on est dans quelque chose de familial. Le responsable directeur du Centre islamique de Genève, c'est M. Hani Ramadan. Donc à partir de là, il reçoit des plaintes concernant son frère. C'est ce qui s'est passé avec les dernières accusations de l'automne dernier. C'est le déni, c'est la contre-attaque en criant au scandale. Comment on peut oser, s'il n'y a pas 4 témoins, comment la femme peut se permettre d'accuser quelqu'un? La victime est menteuse en plus. Donc on est dans la même logique. Donc le pourquoi à Genève le Centre islamique n'a pas fait plus? Parce que le Centre islamique est lié de manière très très intime avec la famille Ramadan. Ensuite, au niveau du département d'instruction publique, on joue sur le fait que ça s'est passé il y a très longtemps et il n'y a pas d'éléments. Il faudrait voir ce que les gens savaient, refusaient de voir ou refusaient de savoir. Maintenant, à l'UOIF, si vous dites que vous avez des éléments qui confirment ça, c'est de nouveau, vous avez une idole qui est là, c'est beaucoup plus facile de faire semblant de rien voir ou de lui passer ses comportements bizarres plutôt que d'assumer la gravité des actes et de prendre le risque d'être en porte-à-faux vis-à-vis d'une partie de sa communauté qui est en pamoison devant l'individu. C'est purement marketing. Alors ça devient choquant quand on parle de valeurs, de comportement, de religion, d'éthique. C'est donner du moulin, du pain à moudre aux gens qui sourient devant l'hypocrisie de certains dignitaires religieux. On est en plein dedans. C'est exactement la problématique que nous soulevons en dénonçant cette supercherie que je dénonçais depuis moi en août 2013, si ma mémoire est bonne, dans une vidéo dans laquelle j'expliquais Maghreb Humiliated 3, dans laquelle j'expliquais que Tariq Ramadan tombera médiatiquement comme sont tombés de nombreux télévangélistes américains pour des scandales sexuels, etc. Et en fait, c'est vrai que ce qui est gênant là-dedans, c'est le caractère religieux du prédicateur Tariq Ramadan. Sinon, ce serait pas problématique, enfin, ce serait sa vie, ça ne nous concernerait pas, hormis les mineurs et les gamines du collège de Saussure, où là, il se passe quelque chose de véritablement grave, voire très grave, aussi grave que les plaintes pour viol françaises, et que pourtant les médias minimisent en fait. C'est pour l'instant en tout cas, parce qu'en tout cas en Suisse, la façon dont on va doucement, et tant qu'il n'y a pas d'éléments, on est très précautionneux dans la façon dont on va attaquer quelqu'un. Donc oui, il y a présomption d'innocence, oui, il y a ça. En plus là, vous avez prescription, les actes datent depuis de trop longtemps. Donc vous avez cet élément-là maintenant, l'élément de réputation, là je pense qu'il a pris un coup. Je faisais une comparaison à un moment donné avec ce qui s'est passé avec, comment il s'appelait, Elijah Mohamed, qui était le mentor de Malcolm X. Puisque là, quand on parle de Malcolm X, la jeunesse européenne, elle sait de qui on parle. Et quand vous voyez le film, le traumatisme, le choc, le coup de massue que reçoit Malcolm X quand il se rend compte de l'attitude, toujours au niveau du bas-ventre de son mentor Elijah Mohamed, à quel point il est détruit. Et je pense qu'on a quelque chose du même style. Et là, c'est pour ça que ça va être, je pense, c'est très difficile pour une bonne partie de la communauté musulmane du monde francophone d'entendre, d'imaginer et d'accepter les horreurs qui sont données ou qui sont les horreurs dont accuse Tariq Ramadan aujourd'hui, parce que on est dans l'ordre de l'abject, et je vous dis, la réaction elle doit être un choc énorme. Je vous dis que je peux facilement comparer au choc que reçoit Malcolm X au moment où il apprend que Elijah Mohamed a mis enceinte plusieurs jeunes filles ou des choses comme ça. C'est ce qui est présenté dans le film.
Donc la déception et ce décalage entre le discours normatif, responsabilisateur, citoyen que peut tenir Tariq Ramadan et qui marchait, même si c'était dur à appliquer pour une bonne partie de la jeunesse musulmane européenne, là ça tout tombe en fripe. Et là on se dit mais purée, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a imposé un comportement qui était relativement difficile et exigeant. L'exigence, il me l'impose à moi, et lui, il s'assied dessus. Ça doit être terrible à vivre. Donc là, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est une trahison, tout simplement. Oui, complètement, oui. Et c'est dur, mais c'est pour ça je pense qu'il faut laisser un peu de temps pour que les gens digèrent cette trahison, mais il faudra que malgré tout, le temps de la digestion se passe et qu'il se passe quelque chose ensuite. Parce que je veux bien qu'on accorde du temps, et ça c'est légitime, je vous dis, je peux comprendre la violence de la nouvelle, mais en même temps, il faudra bien se relever et en faire quelque chose de tout ça. Et c'est pas en étant dans le déni et dans la dénonciation d'un complotionisme que les communautés musulmanes vont s'en sortir. Elles vont se ridiculiser. Je suis pas sûr que ce soit, et je suis pas sûr que ce soit ce dont les communautés musulmanes en Europe aient besoin d'être ridicules. Je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose et qu'elles se responsabilisent et qu'elles montrent que ce qui se passe avec Tariq Ramadan, c'est un micro-phénomène individuel et qu'il faut qu'ils aillent de l'avant. Sinon, ça risque d'être compliqué. Merci infiniment Stéphane Latian pour votre témoignage et à très bientôt pour d'autres nouvelles et concernant notre enquête sur Tariq Ramadan. Ok, merci beaucoup, au revoir, bonne chance. Donc reste à savoir maintenant qui a bien pu le protéger, mais pour ce faire il faut des preuves que des responsables étaient au courant. Nous savons de sources sûres que plusieurs femmes, dont Madame Majda Laroussi, ont contacté M. Hani Ramadan pour l'informer. Celui-ci expliquait à ces dames que tout ce qui serait fait contre son frère Tariq se retournerait contre elle. Rappelant que M. Hani Ramadan a très vite réalisé une vidéo dans laquelle il expliquait que pour prouver un rapport sexuel, il fallait fournir 4 témoins de moralité. Argument d'une grande stupidité, car si M. Hani Ramadan n'est pas au courant que nous sommes en 2018, nous pouvons lui rappeler que les enregistrements vidéo et audio existent, que les prélèvements ADN aussi, la femme peut tomber enceinte, qu'elle peut témoigner elle-même de l'existence de ce rapport sexuel, etc., etc. Nous aimerions également avoir l'avis de son grand frère Ayman, le neurochirurgien, qui lors d'une conférence à Lyon il y a quelques années, expliquait, je le cite, « Nous musulmans, nous continuons à dire aucune sexualité en dehors du mariage. La seule union possible, c'est celle qui est faite pour procréer. » Fermeture des guillemets. Déjà, cette affirmation est complètement stupide. On peut avoir des rapports sexuels sans pour autant procréer. C'est le mariage qui est obligatoire et non la procréation. Mais on aimerait bien savoir, voir si sa sévérité s'applique également à ses proches. Nous savons également de sources sûres que l'UOIF était au courant depuis au moins 10 ans des comportements de M. Tariq Ramadan et des accusations de viol. Nous avons eu exactement 4 témoignages de membres de l'UOIF qui nous ont confirmé que l'état-major était au courant. Les plus hauts responsables le savaient et ont préféré se taire, donc le protéger, que ce soit passif ou actif. Une protection passive par le silence, une protection active par la propagande, quel que soit X, il a été protégé. Il faut dire que cette organisation appartient à la secte des frères musulmans, à l'instar de M. Tariq Ramadan. À l'UOIF, nous pouvons ajouter le CMF, c'est-à-dire Comité des musulmans de France, qui a eu le courage de réagir et qui avait même fait le voyage jusqu'à Londres pour rencontrer M. Tariq Ramadan dans son bureau, dans lequel il avait nié tout en bloc à l'époque. Nous savons maintenant, après les témoignages de M. Bernard Godard, que les renseignements généraux savaient tout. Du coup, lorsque Nicolas Sarkozy fait semblant en 2003, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, de contrer M. Tariq Ramadan sur l'histoire du moratoire sur la lapidation, tout ceci n'est qu'une mascarade, qu'une manipulation politico-médiatique. Car s'il voulait le détruire, s'il voulait l'anéantir, Sarkozy n'avait qu'à claquer des doigts. Ajoutez que la police politique, que sont les renseignements généraux, une police d'alcôve, avait et a toujours un moyen de chantage extraordinairement puissant pour tenir et faire chanter M. Tariq Ramadan. Concernant la Suisse, nous pouvons avec certitude affirmer que le DIP, ou le département d'instruction publique de Genève, a protégé Tariq Ramadan pendant plus d'une décennie, à en croire les témoignages actuels, puisqu'il n'a pas fait son travail. Et lorsqu'il est question en plus d'accusations extrêmement graves, comment expliquer que ça ne soit pas remonté aux plus hautes autorités et que rien n'ait été fait? Pourquoi une telle protection? Est-ce dû au fait que le père de Tariq Ramadan, Saïd, était un agent de la CIA,
à la solde des Américains dès son arrivée à Munich dans les années 50, après sa fuite d'Égypte par rapport aux persécutions des membres de la secte des frères musulmans. Au responsable de la secte, avocat diplômé de la faculté de droit, il épousa la fille de M. Hassan el-Banna, Wafa, en 1946, puis devint son secrétaire particulier. Persona non grata en Égypte après l'interdiction de la secte des frères musulmans, il se retrouve à passer une thèse à Munich, en Allemagne, dirigée par le professeur Gerhard Kegel, tout en vivant à Genève avec toute sa famille dès 1959, famille qu'il récupère définitivement. Il suffit de lire le livre Une mosquée à Munich de Ian Johnson afin de comprendre le rôle important qu'a joué M. Saïd Ramadan au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans la guerre de propagande anticommuniste que pratiquaient les Yankees en Europe. Il commença à travailler avec les Américains en 1953. C'est ainsi qu'il rencontra le président Eisenhower le fameux 23 septembre de la même année et à 11h30 du matin, la photo que tout le monde connaît. L'enjeu de la mosquée de Munich fut énorme, aussi bien du côté allemand que du côté américain, puisqu'il s'agissait de gagner la sympathie des musulmans dans la lutte contre le communisme triomphant de l'époque. Saïd Ramadan était surveillé par le responsable allemand des renseignements de l'époque, von Mende, qui a inscrit dans une note d'ailleurs, pour l'anecdote, roule dans une Cadillac que lui a offerte le gouvernement saoudien. Il faut savoir que c'est l'Arabie saoudite qui a financé Tariq Ramadan et le centre islamique de Genève depuis toujours. Monsieur Saïd Ramadan était étroitement lié avec l'agent de la CIA et directeur de l'Amcom Lib, Bob Dreher. Il est dit dans le livre que ce sont les États-Unis qui s'arrangèrent pour que monsieur Saïd Ramadan puisse bénéficier d'un passeport jordanien lui permettant de voyager en Europe et de s'y installer. On imagine que de tels liens aussi importants ne peuvent s'effacer du jour au lendemain, d'autant que monsieur Tariq Ramadan est la marionnette idéale qui va leur servir à séculariser l'islam. Il faut savoir également que, par exemple, monsieur Saïd Ramadan va perdre son passeport dans les années 60-70, passeport jordanien. Il devait être expulsé de Suisse, ce qui n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'il était proche des services secrets suisses. Et tout ceci est dans les archives suisses des renseignements généraux. Dans les livres citent les cotes que tout le monde peut retrouver, que Yann Hamel a consulté dans son livre, etc., etc. Pour finir, nous pouvons faire remarquer aux auditeurs doués encore de raison qu'il est extrêmement curieux de constater que dans toute l'Europe francophone, sans oublier le Canada, il n'y a qu'un seul intellectuel qui représente l'islam, M. Tariq Ramadan. Est-ce que c'est normal? Il leur est très simple de promouvoir n'importe qui, il suffit qu'il tende le micro, qu'il finance une chaire universitaire par le Qatar, par exemple, à Oxford, de faire beaucoup de publicité à la personne, et le faire apparaître dans des classements internationaux aussi ridicules que vides de sens, et le tour est joué, la personne est mise sur orbite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musulmans francophones, théologiens, autres que M. Tariq Ramadan. Donc je vous pose la question, elle est très simple. Est-ce que vous croyez franchement que c'est normal? Non, pas du tout. Il y en a des centaines, peut-être même des milliers. Où sont-ils? Donc il y a quelque chose qui cloche. C'est soit Chalgoumi, soit Tariq Ramadan. On n'a pas le choix en fait. Donc c'est extraordinaire. On appelle ça, au football, on dit que la passe est téléphonée. Elle se voit de très loin. C'est grossier. D'ailleurs, je répète aussi une autre réflexion, je la redonne ici. Je vous défie de me trouver une seule pensée qui vous ait marqué de Tariq Ramadan. Voilà. Ces livres sont illisibles. Ces concepts sont stupides, les titres sont pompeux, au péril des idées, avec Edgar Morin qui est un sabataïste, un maran sabataïste de Salonique, et dont il est fier, qu'il revendique. C'est inouï, extraordinaire. Donc je vous défie de me trouver une idée intéressante, quel est c'est Tariq Ramadan, avec ses 30 ans de prédication, de conférences, de livres. Là, c'est quand même quelque chose de choquant. Est-ce que vous l'avez vu faire une campagne pour combattre le rap, la musique dégénérée, pour combattre, je sais pas, des choses concrètes? Non, rien. C'est que du pipeau, que du vent. Il y a quelque chose vraiment de... Ouais, il joue du pipeau. Mais comme expliqué